18h00. Je vais vous proposer d'ouvrir cette séance du conseil municipal dont le secrétaire sera Monsieur Vincent Bénard, pour vous préciser que Madame Bonneron lui donne procuration jusqu'à son arrivée. Pardon. Que Monsieur Alain Casabonne donne procuration à Madame Fatabourin à son départ. Que Madame Fabienne Elbig donne procuration à Monsieur Charles Giron et que Madame Demarco donne procuration à Madame Isabelle Ramy. Avant d'ouvrir ce conseil, je voulais partager, comme il est d'usage maintenant, les résultats du budget participatif. Vous vous souvenez qu'en 2017, nous avons été la première ville de la région à mettre en œuvre ce budget participatif. Et je voulais vous donner en avant-première, avec la présentation qui va être derrière vous, si on peut la charger, s'il vous plaît, sur le budget participatif, de vous rappeler que 24 projets avaient été soumis au vote, des projets donc soumis par les Talençaises et les Talençais, que 8 projets ont été lauréats, on va le voir selon les critères mis en œuvre par le groupe de la participation citoyenne. Un chiffre, et quel chiffre ? 1279 votants. 1279 votants, à peu près la moitié, quasiment la moitié, sur une plateforme dédiée et l'autre sous format papier. Avec un budget, vous allez le voir, normalement de 200 000 euros, mais qui va être de 276 100 euros compte tenu des critères qui ont été appliqués. Le projet qui arrive en 15e position, pardon, c'est en 8e position, pardon, mais qui portait le numéro 15, c'est le fait d'ouvrir un vrai et grand parc à chiens pour nos compagnons à 4 pattes. Je vous laisse évidemment aller regarder les détails de tout cela sur le site internet de la ville qui sera mis à jour dès demain matin avec 364 points. Je voudrais vous rappeler que chacun des votants pouvait voter pour différents projets, c'est ce qui explique le nombre de points, avec un budget prévisionnel de 60 000 euros. L'antépénultième, c'est le projet de grainothèque citoyenne avec des échanges de graines pour tous, pour favoriser la biodiversité et le partage, donc avec un budget plus modeste de 1 400 euros et 381 points. Vient ensuite une fresque en hommage aux femmes scientifiques. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de sciences et de femmes dans les sciences. Vous le voyez, qui a été proposé du côté de l'esplanade Joliot-Curie pour un budget de 15 000 euros. Ce projet recueille 401 points. 401 points. Voilà. Le projet suivant, marcher à pied c'est bien, mais s'asseoir aussi, pour installer des bancs et favoriser la marche à pied et la convivialité le long du cours Gambetta et Libération pour un peu moins de 15 000 euros et 472 points. Le projet suivant, sport toujours, pour permettre la pratique d'une activité physique pour tous les âges au jardin Blumerel avec des agrès, un peu sur le modèle de ce qui a été fait du côté de Thouars, notamment de la Plaine des Sports, mais pas seulement. 25 000 euros et 481 points. Le projet suivant, très différent, mais c'est lié quand même, c'est l'installation de 5 défibrillateurs dans les bâtiments publics, donc un budget de 6 000 euros et 582 points. Et l'avant-dernière, c'est une cabine, ça va plaire à celles et ceux qui aiment l'urbex, c'est une cabine téléphonique solidaire pour permettre de passer gratuitement un appel à un proche aux institutions. Projet innovant, et donc un projet de 9 000 euros. Vous reconnaissez peut-être, on verra la mise en œuvre, évidemment, la cabine qui se situe au sein du Château des Arts. Et puis enfin, le projet qui a recueilli un maximum de points, et qui est assez devant d'ailleurs, c'est la création d'un mur d'escalade extérieur, avec un emplacement évidemment à déterminer, puisqu'on ne peut pas mettre tout cela, pour un budget prévisionnel de 45 000 euros et 715 points. Merci à tous les Talençaises et les Talençais qui ont participé en nombre à ce budget participatif, numéro 6. Et maintenant, merci aux services aussi qui ont instruit. Je veux penser notamment aux services de la participation citoyenne, les services techniques, et donc qui ont permis ce très bel
ce très beau résultat et, je voudrais le rappeler, une très très grande mobilisation, preuve que la démocratie participative n'est pas un slogan mais une réalité à Talence. Monsieur le secrétaire. Monsieur le maire, mes chers collègues, approbation du procès-verbal de la séance publique du 13 octobre 2025. Appelle-t-il des commentaires de votre part? Je n'en vois pas. Il est adopté. Je vous remercie. Pardon, je ne vous avais pas vu. Non, c'est moi. Alors, je l'ai lu, peut-être que je n'avais pas les yeux en face des trous. Bonsoir, chers collègues, excusez-moi. Mais il me semblait qu'il manquait quelques parties. Alors, c'est peut-être moi. Mais il me semblait qu'il manquait une petite partie des échanges qu'on a pu avoir, de mémoire. Alors, je ne sais pas si c'est moi tout seul ou pas. Mais si les services en charge de la rédaction peuvent jeter un coup d'œil par acquis de conscience, je suis pour. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, parce qu'ils le font en écoutant les bandes, etc., donc normalement, après, il peut y avoir une erreur d'impression, je vous propose peut-être de revenir vers les services après le conseil pour leur dire ce qui pourrait, selon vous, manquer, et à ce moment-là, qu'on puisse jouer au jeu des 7 erreurs, mais je ne crois pas. Ça serait bien la première fois que ça nous arrive, donc pour nous préciser. D'accord? Ça vous va? Oui, mais Parfait. J'ai mis l'hypothèse que c'est peut-être moi tout seul. L'erreur est humaine. Merci beaucoup. Décision municipale, information du Conseil. Y a-t-il des questions sur ces décisions municipales? Je n'en vois pas. Merci beaucoup. Numéro 3, régime indemnitaire des élus, indemnité de base. Je vais vous proposer d'analyser la numéro 4. Et le 4, avec donc, régime indemnitaire des élus, majoration des indemnités de base. Voilà, puisque nous sommes bénéficiaires de cette éventuelle majoration, avec la mise en œuvre, vous l'avez vu, au dos des différentes indemnités et de leur majoration. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes? NPPV. NPPV pour quel groupe? Pour Talence en transition. Très bien. Madame Kellier? Pareil. Pareil, bien sûr. Et Monsieur Joliot? Abstention. Merci beaucoup. Le PV, les deux délibérations sont adoptées. Merci beaucoup. Numéro 5, délégation et représentation du conseil municipal, modification. Alors, il s'agit donc de vous proposer donc Madame Jacqueline Chadebos, qui viendra titulaire de l'association de jumelage Talence Alcalá de Henares, Monsieur Larose, suppléant de la commission d'urbanisme, Madame Jeanne Sallet, à l'école élémentaire Saint-Exupéry, objet de nombreux projets, je vous en félicite, Madame Sallet, Monsieur Mathieu Coldefi au groupe de travail déplacement, et avant de recueillir vos éventuelles questions ou remarques, j'aurais vérifié que vous êtes d'accord de ne pas procéder à un vote à bulletin secret sur cette délibération. Ça vous va? Avez-vous des remarques, des questions? Non? Vos votes, s'il vous plaît. NPPV. Pour l'ensemble du groupe, Madame Kellier? NPPV. Eh bien, parfait, la délibération est adoptée. Merci beaucoup. Numéro 6, contrat d'engagement de la ville de Talence, mutualisation, révision des niveaux de service. Oui, alors vous savez que nous avons mutualisé notre compétence informatique depuis le 1er janvier 2019. Chaque année, nous révisons avec Bordeaux Métropole les différentes, à la hausse ou à la baisse, souvent à la hausse d'ailleurs, les éléments informatiques. Vous avez dans la délibération et les éléments, les différentes choses qui ont donné lieu à une révision, notamment l'ouverture de nouveaux lieux, une borne tactile au cimetière ou l'extension de la vidéoprotection. L'attribution de compensation de la commune sera donc désormais d'1 463 661 € par an, soit une hausse de 44 200 €. Et il y a un petit remboursement de Bordeaux Métropole au titre des investissements à hauteur de 3 429 €. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? Pour oui. À l'unanimité. Je vous remercie. Numéro 7, contrat de co-développement 2024-2027 entre Bordeaux Métropole et Talence, avenant numéro 2. Alors, vous savez que nous avons approuvé il y a 2 ans maintenant le 6e contrat de CODEV pour la période 24-27. Il est proposé, comme très régulièrement,
d'ajuster les fiches en fonction des différentes avancées. Il vous est donc proposé la création de 3 fiches, la porte métropolitaine dans le cadre de Bordeaux Innocampus et notamment les abords de la sortie 16, le règlement d'intervention qui porte notamment sur la prévention des déchets et la réduction des vulnérabilités au titre du plan de résilience. L'étude mobilité vieille tour est remplacée par une étude pour la fiche action de la création d'un cheminement cyclable sur le cours de la Libération. Et enfin, une modification sur la fiche action numéro C06075. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes? Pour à l'unanimité. Je vous remercie. Rapporteur Madame Salé, adjointe déléguée à l'éducation, au périscolaire, à l'accueil de l'enfant. Numéro 8, convention avec la DSDEN de la Gironde. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc il s'agit là d'une convention. La ville et la DSDEN de la Gironde sont liées par une convention depuis 3 ans et nous souhaiterions la renouveler ce partenariat afin de prolonger nos actions. Donc, pour prolonger ces actions, la Direction générale a mis en place le service Transition écologie et sociale qui souhaite poursuivre un cycle de sensibilisation à la biodiversité, notamment aux insectes pollinisateurs, à raison d'une séance mensuelle pendant 7 mois, et le service environnement et paysage, qui accompagne la mise en place et l'entretien des potagers pédagogiques ou plantations dans les écoles. Voilà, par 9 séances annuelles adaptées aux projets des écoles. Donc, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat annexée à la présente avec la DSDEN de la Gironde, ainsi que tout le document afférent. L'occasion de saluer toutes celles et tous ceux qui œuvrent sur l'éducation dans notre ville. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? Pour, Madame Kellier, Monsieur Joliot. Pareil, à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 9, convention relative au renouvellement du PEDT, projet éducatif de territoire, plan mercredi, période 2025-2028. Alors là, il s'agit d'un gros projet. C'est donc la convention pour le renouvellement du PEDT pour la période 2025-2028. Par délibération en date du 12 décembre 2022, vous avez autorisé, Monsieur le maire, à signer la convention relative à la mise en place de la 3e version du PEDT, plan mercredi couvrant la période 22-25. Les différents groupes de travail ont permis de faire vivre ce projet, mais aussi de réaliser un bilan de ces 3 années et de définir les actes et objectifs pour la prochaine version. Ces différents points ont été présentés et validés en comité de pilotage le 3 juillet dernier et ont obtenu tout récemment un avis favorable des services instructeurs de la DSDEN. Voilà, je vous rappelle, vous avez dans la délibération les axes principaux, là, voilà, qu'on a repris pour ces 3 années et évidemment qu'on a enrichi, amélioré, enfin voilà. Donc, je vous propose, à l'ensemble, au regard de tous ces éléments, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention relative au renouvellement du PEDT pour les années 25 à 28. Donc, pour 3 ans. Partager avec vous d'abord parce que ces délibérations sont rapides à présenter, souvent à voter, le travail considérable qui a été mené par l'ensemble des services, voilà. Puisque c'est notamment un document cadre qui s'applique également aux structures partenaires de la ville, celles qui sont signataires et subventionnées par la ville. Et donc, ces 4 axes majeurs, l'occasion aussi, c'est souligné dans le rapport, finalement aussi, du niveau satisfaisant atteint par les objectifs du précédent PEDT, puisque si on fait un PEDT, c'est aussi pour l'atteindre. Et donc, l'occasion de vous remercier, Madame la maire adjointe, pour le travail mené ces derniers mois et ces dernières années pour arriver à cette signature dans les prochains jours. Oui, et je remercie les services, bien évidemment, qui ont fait un travail énorme pendant ces derniers mois. Avez-vous des questions? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, je voulais effectivement dire à quel point j'ai été impressionné par la qualité des travaux qui ont été menés. Voilà, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Vous y avez participé.
puisque j'y ai participé effectivement au niveau du COPIL. C'est un document qui aurait été vraiment très utile lors de la réforme des rythmes scolaires ou lorsque vous avez réorganisé il y a 10 ans la petite enfance. Je pense que ça donne de la perspective, ça décloisonne les services entre eux. C'est vraiment très opérationnel, c'est vraiment un très beau travail. Voilà. Ensuite, je me pose quand même la question concernant les financements, puisque c'est un financement essentiellement CAF. La ligne famille de la CAF est certes excédentaire depuis 4 ans, mais rien ne garantit que ce financement va perdurer. Donc, comment allez-vous anticiper l'éventuel service voté que nous allons avoir pour le budget général, les problématiques que la CAF pourrait entraîner, comme elle l'avait fait pour les bons petits diables à son époque, et surtout, comment allez-vous évaluer ce PEDT au fil des années? Je vous remercie. Je vous donne les chiffres de la CAF, là, ce dont nous avons bénéficié donc, pour l'année 2024. La subvention totale a été de 571 004,30 €. Effectivement, une partie pour l'extrascolaire et une partie pour le périscolaire. Voilà, donc si vous voulez voir le budget global, je vous demande de vous rapprocher des services. Et puis, on va peut-être attendre de voir ce que le département peut nous faire. Ça, c'est un petit peu l'inconnu. Donc, là, je ne suis pas en mesure de vous répondre vraiment sur ce point. Sur le point de, voilà, qu'est-ce qu'on va... Mais de toute façon, on va continuer le projet, vous inquiétez pas, parce que c'est une priorité de Monsieur le maire de mettre tous les moyens possibles pour l'éducation. Vous voulez dire un mot, Madame Rami, je vous en prie. Oui, je voulais m'associer à Olivier pour ce bon travail. Il y a quand même 3 points, je pense, qui demandent complément et qui mériteraient à être approfondis sur ce plan-là. Moi, j'ai relevé 3 points. Il y a l'inclusion qui est encourageante, mais je pense qu'elle n'est pas satisfaisante, elle est un petit peu partielle. C'est la formation des équipes face au handicap, donc peut-être avoir un petit pas en plus. On parle d'une charte éducative qui n'est pas encore finalisée, donc peut-être l'avoir en engagement fort aussi. Et après, on signale un portail famille qui est encore complexe. Oui, ça, on peut améliorer. Voilà. Donc, c'est ces 3 points que j'ai relevés. Oui. Et je pense que dans tout le PEDT, il y a ces objectifs aussi à se fixer. Oui, donc évidemment, le portail, là, on va l'améliorer. Hein, on travaille avec, mais c'est la métropole qui un petit peu gère ça. Donc, voilà, la fameuse technocarte. Voilà, technocarte. Donc ça, c'est un point, oui, qu'on va améliorer. Et pour le handicap, l'inclusion, ça, on a un agent vraiment qui est dédié à ça. Et qui fait tout, enfin bon, fait dans les écoles et fait un gros travail là aussi. Et le 3e point, c'était la charte éducative. Donc, comme je vous disais, on peut s'améliorer et on va travailler dans ce sens. Hein. Voilà. Et avec Monsieur Perlong. Alors, merci pour vos remerciements, sauf s'il y a d'autres demandes d'intervention. Sur la partie du handicap, je voudrais quand même vous rappeler, ma chère collègue, que la ville de Talence a été une des premières et sûrement une des seules à créer un poste particulier au sein de la direction éducation pour l'accueil des enfants à besoins particuliers. C'est donc un fonctionnaire qui est présente et qui fait écho au travail que nous avions fait notamment avec les ATSEM, avec les agents dans les écoles, c'est-à-dire comment fait-on aujourd'hui pour accueillir mieux ces enfants avec des besoins particuliers. Et donc, ce recrutement a permis la mise en œuvre de formations spécifiques, sachant qu'évidemment qu'il n'existe pas un handicap, mais des handicaps, et que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'écoles qui comportent plus d'AESH que de personnel scolaire. Donc, on a vraiment besoin de cela. Sur Technocart, je vais renvoyer un peu la balle du côté de la métropole, parce que les logiciels qui gèrent sont très complexes,
ce sont des logiciels de A à Z qui vont jusqu'à la facturation. Il n'existe pas vraiment de très bons logiciels en la matière. Donc, comme l'a répété Madame Salé tout à l'heure, on peut faire mieux, mais à condition d'aller sur une version qui nous permette vraiment d'être sécurisé dans la maintenance, la capacité aussi que les serveurs tiennent dans des journées un peu particulières, comme quand il y a des inscriptions à différents centres, mais c'est un objectif, et notamment aussi de rendre plus fiables les remontées pour la présence dans les écoles, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle le groupe de travail autour du PEDT se réunit pour essayer de voir quelle simplification on peut apporter aux familles, même si je pense que beaucoup a été fait au cours des dernières années. J'aurais juste vous donner une simplification. L'inscription désormais automatique lorsque l'on passe de la grande section vers le CP. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui n'existent plus et qui ne sont plus informatisées. Sur votre observation, mon cher collègue, je ne peux qu'aller dans votre sens. Alors, je ne suis pas marchand de pessimisme. Nous évoluons dans un monde dangereux financièrement parlant. Moi, je veux croire que finalement, l'ensemble de nos partenaires financiers, qu'ils soient départementaux, régionaux, étatiques, et même intercommunaux, puisque la métropole interagit aussi, puissent avoir comme talence l'éducation et l'enfance comme priorité, puisque je voudrais vous rappeler que c'est notre premier budget, l'enfance et l'éducation, et de très loin en matière de fonctionnement. Effectivement, de partager vos inquiétudes sur notamment les cofinancements avec le département. On verra quels sont les choix politiques compte tenu de la situation financière catastrophique du département de la Gironde et comment le département souhaite peut-être se recentrer sur ces missions qu'il devrait assumer en priorité, notamment le handicap, notamment la famille, au détriment d'autres missions dont il s'est vu attribuer et qu'il doit forcément maintenant faire des choix très douloureux. Voilà. Moi, je ne me réjouis pas de la situation financière de tel ou tel, parce que je pense que personne n'a y gagné, mais on verra effectivement quelles sont les décisions politiques de celles et ceux qui nous ont mis dans cette situation financière. Comptez sur moi pour y être particulièrement vigilant, et notamment quand on nous fera des reproches sur notre gestion. Avez-vous des votes contre ou des abstentions? C'est pour. Pour. Madame Kellier. Pour. Monsieur Joliot. Merci beaucoup. Rapporteur, Monsieur Gestin, adjoint délégué aux finances, aux propriétés communales, aux nouvelles mobilités, aux transports, aux plans piétons et vélos métropolitains. Délibération numéro 10, article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, exercice 2026, engagement, liquidation, mandatement des dépenses d'investissement. Monsieur le maire, mes chers collègues, une délibération habituelle à cette époque qui consiste à autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, c'est-à-dire pour un montant de 6 073 9,25 €. Je vous épargne le détail des 4 chapitres concernés. Avez-vous des questions? Non, ce n'est pas de question. Je ne savais pas si le stylo voulait dire une question. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? NPPV. Même sans connaître le budget? Parfait. Original. Madame Kellier. NPPV, bien sûr. Je dis bien sûr, puisque vous alliez le dire, sûr. Soyez original, ne me plagiez pas. Faites vos propres mots. Monsieur Joliot. Parfait. Cette délibération est adoptée. Délibération numéro 11, convention de financement des écoles privées sous contrat d'association, Saint-Jeunesse et Notre-Dame de Sévigné. Délibération également habituelle à cette période-là. Vous savez que nous sommes tenus de verser un montant de participation qui s'élève pour cette année à 1 059,43 € pour un enfant talancé scolarisé en classe élémentaire et 1 812,26 € par élève talancé scolarisé dans une classe maternelle. Vous avez à la fois le détail des effectifs et le montant global que cela représente en fin de délibération. Notre-Dame Sévigné, donc, monsieur le maire adjoint en charge de la culture, et pas de Sévigné. Je vous en prie, monsieur Bimboire, bonsoir. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, on est pour, évidemment, puisque de toute façon, on respecte la loi. Monsieur Peyrolong était intervenu, et moi-même l'année dernière, pour savoir au niveau du contrôle sur les affectations. Vous deviez, me semble-t-il, nous donner des informations sur est-ce que la mairie a contrôlé et comment elle l'a fait. Merci.
Oui, alors je vous confirme, hein, tout ça, c'est, vous pouvez vous rapprocher, on va demander au service de rapprocher de vous. En fait, on prend les éléments du compte administratif, puisque ce sont sur des comptes dépensés, on regarde quels sont les différents locaux, etc., et on y affecte un mode de calcul. Alors, l'inconvénient, c'est que l'État n'a pas jugé bon à un moment de donner un mode de calcul unique dans les communes, ce qui fait que les forfaits, selon les villes, sont plus ou moins importants. Mais en tout cas, on sera capable de vous donner les éléments qui prévalent au calcul à Talence, de manière à ce qu'on puisse avoir ça. Ouais. Oui, tout à fait, merci Monsieur le maire, mais c'est surtout sur le contrôle que vous deviez faire, la nature du contrôle par rapport aux affectations. Pas l'argent que l'on donne, comment l'argent est utilisé dans les écoles. Écoutez, je n'avais pas souvenir de cette question, pour être honnête. Je n'ai pas souvenir de toutes vos questions. J'arrive, Monsieur Perlong. Par ailleurs, il faut quand même faire attention. Le contrôle de l'affectation, on ne rentre pas non plus. Il n'est pas du ressort d'une ville d'aller s'interroger sur tel ou tel mode éducatif dans tel ou tel établissement. Hein. Donc, voilà. Si vous me permettez une précision, oui, Monsieur le maire. En fait, les textes sont très clairs, ça doit financer un certain type de dépenses. Donc, en tant qu'entité qui donnait donc une subvention, vous êtes tenu normalement de vérifier que effectivement c'est bien la nature de la dépense qui est prévue. C'est à ce titre que l'on vous questionne. Hein. C'est l'article 7 de la Convention qui s'appelle contrôle, je le connais. Donc je vous dirai exactement quels sont les éléments du contrôle qui ont pu être menés, ce qu'on fait. Il est évident qu'on y est là-dessus. Après, bon, on est quand même sur un montant qui, sur le budget global de l'école, à mon avis, doit être affecté. Mais on reviendra vers vous par rapport à ça. Pas de problème. Juste pour compléter, Monsieur le maire, ce que vous disiez. On a mis tout l'argent dans l'éducation et pas dans les moumoutes. Allez-y, je vous en prie. Non, juste rappeler que je siège au conseil d'administration de l'école Notre-Dame-Sévigné. À ce titre, je suis présente lors de l'Assemblée générale avec la présentation des différentes actions. Et si vous le désirez, lors de la prochaine Assemblée générale, je pourrai vous rapporter un des rapports financiers avec les utilisations de chaque ligne. Il n'y a absolument aucun problème. Lors de la prochaine Assemblée générale, je vous les fais passer. Voilà. Exactement pareil pour Saint-Genès. Moi, je siège au conseil d'administration également de Saint-Genès, donc si vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? David l'a dit au début, c'est pour. Très bien. Vous pourriez changer d'avis en cours de délibération. Monsieur Joliot. Oui, je vais m'abstenir comme chaque année pour les mêmes raisons dites les années précédentes. Parfait. Donc je vous renvoie au précédent compte rendu. Parfait, voilà. Pour avoir des justifications. Merci. Madame Kellier. Pour. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Délibération numéro 12. Sollicitation de subvention auprès de Bordeaux Métropole au titre du contrat de codéveloppement 24-27 dans le cadre de l'aménagement des places publiques et des parcs. Également une délibération habituelle qui consiste à pouvoir solliciter les subventions concernant les deux règlements d'intervention, celui de la nature et du 1 million d'arbres auprès de la métropole. Partager avec vous le fait que la ville a obtenu, suite à la présentation très claire de la part de nos services, la somme de 825 000 € au titre notamment des fonds FEDER et du GAL de Bordeaux Métropole, donc 825 000 € au titre de l'opération du Château des Arts. Avez-vous des questions sur cette délibération? Madame Ramy. Oui, donc on va voter pour, bien évidemment, mais par contre, ça manque d'explications ou de détails sur le montant des subventions. Vous allez lever deux règlements d'intervention. Est-ce qu'ils sont plafonnés déjà pour la ville? Est-ce que vous avez un montant max? Et comment vous allez organiser ces aides-là, ces demandes-là? Monsieur Gestin. Alors, il y a des règlements d'intervention métropolitains. Sur le 1 million d'arbres, je ne crois pas qu'il y ait un plafond global. Par contre, le plafond concerne les deux règlements sur la durée du contrat de co-développement sur les années, donc sur 4 années d'affilée, puisque c'est un règlement qui a été revu pour la partie plan nature l'année dernière, en 2024, et que vous avez vous-même voté à la métropole, ma chère collègue.
Le plus possible. Il s'agit d'opérations qui vont s'étaler jusqu'en 2027, donc en fait ce sont des montants pour l'instant estimatifs. Mais on pourra vous donner, si vous le souhaitez, les montants sur les années passées. Mais pour le 2027... J'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait qu'on sera en mesure de solliciter quasiment la totalité, puisque les grands projets, notamment le grand projet Pexoto-Margaux ou le Château des Arts, nous apporteront des capacités de solliciter ces règlements de manière assez importante. Et nous sommes en train de faire un point complet avec l'ensemble des services concernés par ces deux règlements-là pour bien calibrer nos demandes d'une année sur l'autre et que les choses soient bien claires. Et donc j'espère qu'on ira chercher la totalité du plafond. Le RI Nature, c'est 350 000 € par an, donc on a de quoi couvrir quelques années de subventions maximum. Vos votes, s'il vous plaît? Je l'ai dit tout à l'heure aussi, pour. D'accord, mais vos votes pour l'ensemble de tout le monde, Madame Rami. Madame Kelly, pour, Monsieur Joliot. Parfait, merci, la délibération est adoptée. Délibération numéro 13, signature d'une convention de servitude de passage au profit d'Enedis, parcelle AB 445, rue du Maréchal Leclerc. Presque tout est dit dans le titre. Il s'agit d'approuver la constitution de cette servitude au profit d'Enedis. Des questions? Je n'en vois pas. Pour l'unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée. Délibération numéro 14, convention de partenariat avec les associations Etu-Récup et Cycle et Manivelle. Le renouvellement de cette convention de partenariat avec ces deux associations au travers d'une convention que vous avez et qui prévoit notamment l'animation d'une vélo-école, la réalisation d'ateliers mobiles de réparation, des interventions lors des événements municipaux, dont la journée du vélo, la collecte de vélos inutilisés ou abandonnés. Et pour ces deux associations, nous vous proposons une subvention de 3 000 € chacune. Avez-vous des questions? Des remarques? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes pour l'unanimité? Oui. Merci beaucoup. La délibération est adoptée. Rapporteur, Monsieur Giron, adjoint délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Délibération numéro 15, participation financière 2026 de la ville de Talence à l'association Porte du Sud. Mes chers collègues, il s'agit comme chaque année de voter la subvention de la ville à l'association du Pli, revue de 10 centimes comme on l'avait évoqué l'année dernière, et donc d'autoriser le maire à signer cette convention. Avez-vous des questions, mes chers collègues? Je n'en vois pas. Pour l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 16, mise à disposition de locaux à l'association Porte du Sud. C'est la suite logique de la précédente délibération pour la mise à disposition de bureaux dans l'espace Espeleta. Et donc, je vous demande d'autoriser le maire à signer cette convention d'occupation. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Pour l'unanimité également, je vous remercie. Délibération numéro 17, renouvellement de la convention entre la ville de Talence et France Travail, Villeneuve-d'Ornon. Délibération cousine avec l'opérateur France Travail qui nous amène à reconduire les actions, son intervention ainsi que les services que nous proposons aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. Et donc je vous demande d'autoriser le maire à signer cette convention. Avez-vous des questions, des remarques? Oui, Madame Rami. Oui, alors c'est plutôt une intervention sur le document annexé, qui est une description du canton de Talence avec les chiffres des demandeurs d'emploi. Donc c'est des chiffres qui sont quand même alarmants sur cet observatoire, avec un nombre de demandeurs d'emploi qui augmente de 10,9%, ce qui est beaucoup plus qu'en Gironde, avec des jeunes qui souffrent le plus. On a plus 34% chez les moins de 26 ans. Donc on est dans une ville étudiante. On est dans une des villes qui est au palmarès des villes les plus jeunes. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont inquiétants et alarmants. On remarque aussi que le chômage de longue durée progresse. Plus 16% pour les inscrits pour les inscrits depuis plus de 2 ans. Donc, il y a un énorme paradoxe aussi dans cet observatoire, c'est qu'on a un nombre d'offres d'emploi qui augmente à Talence, plus 23,6%, mais la nature de ces emplois explique pas mal de choses. On a des CDD courts de moins d'1 mois qui explosent à plus 114%, on a des postes non qualifiés à plus 63%, et on a des CDI et des CDD longs qui sont en stagnant ou en recul. Et
ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que 41% des offres sur Talence concernent un seul métier, c'est l'enquêteur de sondage. Donc Talence crée du travail, mais ne crée pas d'emploi durable. Après, il y a un élément qui m'a interrogé aussi, c'est l'exclusion numérique. Parce que sans compétences, mais regardez dans les chiffres, hein, on voit que l'exclusion numérique, c'est un des principaux freins pour l'emploi. Donc ça m'interroge sur une ville comme Talence, sur une ville jeune, où les jeunes, ils ont quand même accès au numérique. Donc essayer de comprendre pourquoi c'est un frein, pourquoi c'est un frein pour les jeunes et pourquoi c'est un obstacle pour les jeunes. Et la convention France Travail que vous renouvelez et pour laquelle on va voter pour, parce que c'est un appui important, ça ne traite pas forcément ces sujets-là. On reconduit l'existant, mais on ne trouve pas une réponse politique aux problématiques qui ont été posées par l'Observatoire. Parce que la Convention, elle énumère des engagements, la mise à disposition de locaux, des outils numériques, de l'accueil, des clauses d'insertion. Elle affirme que la ville doit soutenir le développement économique et favoriser l'insertion des publics éloignés de l'emploi. Mais en fait, entre l'Observatoire et ce qu'apporte la Convention, je ne trouve pas trop le tuilage. Et je me dis comment on peut accompagner une ville comme Talence sur le secteur économique en plus, et pas laisser une difficulté d'emploi sur Talence. Donc c'était ça que je voulais relever. Parfait, merci. D'autres observations? Monsieur Giron. Monsieur Giron. Je pensais Monsieur Joliot, j'ai mal entendu, pardon. Je vais essayer d'avoir 2 points pour répondre à votre question, et puis vous me direz si vous êtes satisfaite ou non. Le premier sujet, donc, c'est l'évolution statistique surprenante que vous avez notée. Et comme vous le voyez sur la première page, il y a un petit encart rouge qui dit « Avertissement en janvier 25, la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi a impacté les statistiques sur les inscrits à France Travail ». Et effectivement, il y a eu un impact important puisque les bénéficiaires du RSA ont été ajoutés aux statistiques. Donc cette évolution massive est majeure, mais ne reflète pas, disons, la dynamique anciennement qualifiée de normale ou standard du nombre de demandeurs d'emploi sur le territoire de Talence. Le deuxième point que vous avez évoqué concernant la politique de la ville ou la politique de l'emploi sur la ville au sens large, cette politique, elle est incarnée par l'espace Espeleta et l'articulation du service municipal emploi avec les acteurs du PLI et de la mission locale, mais aussi France Travail, et qui se coordonne avec le service du développement économique. Il se trouve que le millefeuille administratif dans lequel on vit en France répercute sur la politique de l'emploi et nous amène à avoir de nombreux acteurs sur le territoire français et notamment à Talence. Alors j'ai envie de vous dire qu'on met des moyens puisqu'on a un service emploi qui est assez fourni et qui propose des activités tout au long de l'année aux bénéficiaires en coordination avec la mission locale, le PLI et France Travail. Pour la lutte contre l'électronisme, on accueille autant au CCAS que dans les locaux du service municipal emploi les bénéficiaires qu'ils souhaitent pour les accompagner dans leur démarche administrative. Et on travaille aussi avec les partenaires comme l'ADI qui font un travail de représentation sur le territoire et qui sont des extensions peut-être invisibles puisque pas présentes au SME mais qui font un travail à destination des bénéficiaires pour les permettre de les réintégrer sur le marché de l'emploi. Doutez pas de notre investissement et de l'accompagnement qui est le nôtre pour essayer de moderniser nos politiques. Mais si vous le souhaitez, on pourra poursuivre les échanges peut-être dans un autre cadre pour rentrer un peu plus dans le détail sur les opérations que nous pourrions mener. Alors merci d'abord à vous, Monsieur Giron, pour la clarté de cette explication. Je suis un peu surpris, oui, parce que c'est indiqué dans la fiche. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente parce que les calculs de la note, de la loi, ont changé. Et si donc, je n'ai pas bien compris votre diatribe derrière, enfin je l'ai compris, mais si vous regardez le taux de chômage au deuxième trimestre 2019, il était plus important que celui que l'on a aujourd'hui.
Donc avant de regarder des éléments photographiques qui sont liés à des éléments statistiques, je pense qu'il vaut mieux qu'on regarde, on va mettre de côté la partie 2020 qui était évidemment assez exceptionnelle, finalement le fait que sur les 6 dernières années, Talence, contrairement à ce que vous dites, madame, a créé de l'emploi, puisque le taux de chômage aujourd'hui est plus faible qu'il ne l'était au second semestre 2019, il est plus faible également. Donc vous l'avez dans tous les éléments. Interrogez également, si vous pouvez m'écouter, mais interrogez également par ce que vous dites, ce que l'on fait. Je voudrais peut-être vous rappeler qu'il y a des journées thématiques qu'on appelle DOMS Talents Day, dans un bon français, pour découvrir le métier d'aide à domicile. La ville aussi fait des partenariats de manière aussi à attirer vers ses propres filières. Je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a eu 2 éditions du Stade vers l'emploi, en 2024 et 2025 au GAMA, en partenariat avec l'ADEME, qui organise notamment le Décastar. Vous dire qu'on a organisé également 2 questions pour un emploi avec les communes de Gradignan et de Villenave-d'Ornon, qu'il y a eu 2 éditions de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, avec notamment la présence de Romain Ramalingom, qui était sélectionné aux Jeux paralympiques en 2024. De vous dire que nous avons également organisé les Industours, notamment pour indiquer que les filières de l'industrie dans notre région recrutent, qu'il y a eu le Commerce Tour en 2025 pour les métiers du commerce, qu'il y a eu également lors des éditions, je regarde Madame Chadebost, ici, lors de la semaine de l'enfance, vous avez une journée qui est consacrée exclusivement, notamment au fait d'attirer les gens vers les métiers autour de l'enfance, et vous dire enfin qu'il y a eu le forum des entreprises dans mon quartier, notamment du côté de Thouars. Donc, je n'ai pas bien compris la critique, on fait beaucoup de choses, et si la question est, indépendamment également de vous rappeler que la politique économique est plutôt de responsabilité régionale et de Bordeaux Métropole, les statistiques là ne sont pas bonnes pour des raisons statistiques et d'intégration, c'est la loi, c'est pas nous qui l'avons fait, elles sont plus fortes chez nous que sur le reste de la Gironde, mais c'est dû à la typologie des demandeurs d'emploi, mais c'est 1, on développe ça, 2, il y a une cohérence, et 3, les résultats, vous les voyez, on a un taux de chômage inférieur en 2025 qu'en 2019, malgré le rebond qui a été constaté ces 6 derniers mois. Juste, oui. Quand vous dites qu'il y a la loi qui réajuste, oui. La loi réajuste autant pour les chiffres de Talence que pour la Gironde. Oui, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc ça veut dire qu'il y a l'écart et existe quand même. Non, il suffit qu'il y ait plus de demandeurs de RSA en proportion dans la commune de Talence pour que les chiffres de Talence soient maximisés par rapport aux chiffres du département. Ok. Et donc, comme nous sommes la ville la plus jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons proportionnellement plus de gens au RSA. On peut le regretter. Donc, attention quand même à des lectures politiques de chiffres qui sont plutôt bons, en fait, en l'occurrence. Sur les 6 dernières années, Talence a créé de l'emploi. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, vous vous trompez, je n'ai pas fait une intervention politique. On a un document comme ça, qui est joint à la Convention Force Travail, avec des chiffres qui sont, d'après ce que vous êtes en train d'expliquer, qui ne sont pas faciles à interpréter. Donc, on pose des questions. Bien sûr. C'est normal. Est-ce que j'ai fait une intervention politique? Mais oui, mais politique, c'est pas négatif, madame. Non, mais vous le dites sur un ton négatif, que j'ai fait une intervention politique. Non, j'ai posé des questions. Non, ça c'est une interprétation par contre. Ça c'est une interprétation. Ok, ne jouons pas sur les mots. Moi j'ai ça. J'ai ça à travailler pour une délibération avec des chiffres qui interpellent. J'en fais une analyse. Bien sûr. Je vous le restitue. Il n'y avait pas d'intention à droite ou à gauche, pas du tout. Je voulais comprendre. On a pu échanger. Je comprends mieux. C'est tout. Sûr. Mais, Madame Ami, ce qu'on vous a indiqué dans la chiffre, ce que vous a dit Monsieur Giron, c'est marqué dans la chiffre. Vous avez tout en haut, en rose, sur fond rose, avertissement. En janvier 2025, la mise en œuvre de la loi de plein emploi a impacté les statistiques sur les inscrits à France Travail. Oui. Pour en savoir plus, et vous avez les éléments à l'intérieur. Oui, ce que je vous dis sur le taux de chômage qui diminue, c'est en page 3. Vous avez ce graphique-là qui vous permettra de constater que ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a moins de chômeurs. Je vous dis que vous avez une dimension politique parce que vous nous dites Talence ne crée pas d'emploi ou Talence ne fait pas et ça manque de coordination. Donc on a essayé de vous expliquer au contraire. Et on peut le voir, donc c'est là-dessus où vous avez fait une intervention politique et puis la critique est libre. Juste quand on dit Talence ne crée pas d'emploi, ce n'est pas vrai. Talence a, sur les 6 dernières années, créé de l'emploi. Est-ce que la situation aujourd'hui est aussi positive qu'en 2023, qui a été vraiment le point le plus bas en matière
de taux de chômage. On était juste un peu au-dessus de 6%. La réponse est non. Mais au global, quand vous regardez finalement, le taux de chômage à Talence est exactement le même, quasiment au dixième de pourcentage près, de celui qui est fait en Gironde. Ce qui est plutôt remarquable, parce qu'on sait que le taux d'emploi des plus jeunes est en général beaucoup plus faible que le taux d'emploi des personnes qui sont dans la vie active depuis très longtemps. Donc c'est la raison pour laquelle je préférais amorcer tous les éléments et remercier Charlet de sa clarté, de ses explications. Je vais donc prendre vos votes, s'il vous plaît. Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 18, participation financière à la mission locale des Graves au titre de l'année 2026, avenant à la convention triennale 2025-2027. Dans la grande cousinade de l'emploi, je vous demande d'autoriser le maire à signer une convention qui revoit notre subvention à la mission locale des Graves, eu égard à l'évolution statistique INSEE et des critères de calcul qui sont indiqués dans cette délibération. Avez-vous des questions? Oui, je vous en prie, Madame Roset. Oui, alors ce n'est pas tout à fait une question, enfin c'est même pas une question du tout, mais je souhaitais faire une observation. Comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, le projet de loi finance de cette année, pour 2026, prévoyait une baisse de 13% des financements pour les missions locales et une diminution de 5,6% des entrées en contrat d'engagement jeune et une perte de 10 millions d'euros des fonds destinés au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Cela allait forcément impacter, beaucoup impacter, les plus d'1 million de jeunes qui sont accompagnés chaque année dans les missions locales, dans les 6 milieux sur le territoire qui existent aujourd'hui. Alors, il semblerait que la mobilisation massive des missions locales et de leur union au niveau national, auprès des parlementaires, auprès des sénateurs et auprès du gouvernement, commence à porter ses fruits. Les parlementaires et sénateurs de la Gironde ont interpellé le Premier ministre via une lettre commune pour maintenir le financement tel qu'il était en 2025. Enfin, le 6 décembre dernier, les sénateurs ont adopté à l'unanimité un amendement visant à maintenir les financements des missions locales à hauteur de ce qui c'était en 2025, c'est-à-dire 77,6 millions d'euros. Si nous nous félicitons bien évidemment de cette décision, il convient de remarquer que globalement, les moyens consacrés à l'insertion et à l'accompagnement des jeunes, de notre jeunesse, restent notoirement insuffisants. À la mission locale des Graves, plus de 4000 jeunes ont été accompagnés en 2024 et le nombre de jeunes en premier accueil a même augmenté de 6,5%. Donc chaque conseiller, chaque conseillère suit environ 200 jeunes. C'est énorme. Les financements, même s'ils sont maintenus à hauteur de 2025, ne sont pas du tout à hauteur des enjeux. Et on vient de le voir avec la délibération qu'on vient de passer sur France Travail. On a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de RSA et on a besoin des missions locales. Et pourquoi on a besoin des missions locales et qu'ils soient plus financées? Parce que c'est des outils indispensables. Elles accompagnent les jeunes sur le chemin de l'émancipation et elles participent aussi à façonner les citoyens de demain. Voilà, merci. Écoutez, merci pour votre observation. Merci pour le travail parlementaire. Voilà, on revient sur quelque chose de relativement normal. Les députés font le budget de la nation et on verra effectivement quelle suite est donnée au PLF 2026 puisqu'il n'est à ce jour pas voté. En tout cas, on se félicitera, je pense de façon commune, que le soutien de la ville de Talence, lui, reste intact et adapté au nombre d'habitants. Monsieur le sénateur, justement. Oui, juste une remarque. C'est vrai que notre collègue, qui n'est pas là ce soir, puisqu'il y a un vote au Sénat, m'avait sollicité pour m'associer à la démarche qui a été faite. Je trouvais que ça tout à fait logique. Donc j'avais signé moi aussi l'accord pour cette démarche. Mais après, sur le principe de ce n'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Oui, quand j'entends les budgets, moi, les discussions sur le budget, je me dis à quel moment on fait des économies. Parce que chaque fois qu'on propose des économies, c'est jamais là où il faut les faire. Et quand on propose des recettes, il ne faut pas que ce soit des impôts. Alors, on ne peut pas travailler plus. Enfin, globalement, je le dis sincèrement, ce soir, le Sénat a encore voté un nouveau budget qui va passer à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'à un moment donné, on va accepter de faire en plus?
Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut... J'avoue que je suis surpris de voir les raisonnements. Et quand ce sont des dépenses, oui, comment on finance? Ah non, pas ça, pas d'impôt. Je suis d'accord. C'est une question de priorité, pas sur oui, la jeunesse. Juste, il faut faire payer les riches. Vous savez ce que disait M. Raymond Barre. Faire payer les riches, c'est moral. Quand les riches sont malades, les pauvres meurent. Voilà ce que disait Raymond Barre. C'était une image, mais pour dire que la situation, elle est grave pour tout le monde. Si on ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas entendu jusqu'à présent de proposition très sérieuse par rapport à un budget. Allez. C'est désespérant. Je vous propose de... Monsieur le sénateur, alors, si Monsieur le Sénat Bamoir, votait Monsieur Bamoir, alors juste, pardon, je vais vous rappeler que c'est moi qui donne la parole. Je veux bien que vous la preniez. Je sais qu'au Parti communiste, on a la parole difficile, mais je vous en prie, allez-y, éclairez-nous. Eh bien, merci, Monsieur le maire, de me la donner, parce que si le Sénat, effectivement, votait les propositions concernant les recettes, certainement qu'on pourrait mieux dépenser. Vous faites partie de ceux qui refusent que les riches paient. Assumez. Ça, c'était une observation... C'était une observation, mon cher collègue, particulièrement intéressante. Nul doute que vous en ferez de même auprès du député qui a votre soutien. Je vous laisse voter, s'il vous plaît, pour à l'unanimité. Je vous remercie. Rapporteur, Madame Thomas Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines et à la qualité de vie au travail. Délibération numéro 19, mise en place d'une indemnité horaire pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Oui, bonjour mes chers collègues. Je vous propose d'instituer une indemnité horaire pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Le CST qui s'est tenu le 2 décembre dernier a validé cette mise en place, ainsi que ces indemnités. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non, pour à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 20, attribution d'un CIA majoré versé au départ à la retraite des agents. Oui, par délibération d'avril 2022, nous avions instauré le RIFSEP et il prévoyait l'octroi d'un complément individuel annuel, le CIA, versé une fois par an, afin de valoriser la valeur professionnelle, l'investissement du personnel et la contribution collective des agents proches de la retraite, mais également reconnaître leur engagement et leur carrière accomplie au sein de notre collectivité. Je vous propose donc de leur attribuer un CIA majoré à compter de maintenant. Ce CIA sera d'un montant identique pour chacun des agents partant à la retraite, soit un montant de 1 200 € bruts. À compter du 1er décembre 2025 pour ceci. Avez-vous des questions? Monsieur Bamoir. Merci, Monsieur le maire. Juste une remarque. Pour avoir consulté après les syndicats, je sais qu'au niveau du CST, ça a été soumis à leur avis. Il me semble qu'il y a eu quand même des débats. Vous pouvez nous dire la nature des débats, s'il vous plaît? N'êtes-vous pas membre du CST? Ah, vous n'étiez pas là. C'est dommage de demander des débats auxquels on est convié, mon cher collègue. Ah, écoutez, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Oui, ce sont des éléments, aujourd'hui, on agit dans un cadre légal. Voilà. Vous me posez une question, mais vous connaissez la réponse. Donc, eh bien, ce cadre légal nous plafonne aujourd'hui à 1 200 € bruts pour le départ d'un agent à la retraite. Si on ne prend pas cette délibération, il n'y a pas de départ à la retraite. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec Madame Thomas Pitot ici présent, proposé que tous les agents qui s'en aillent à compter du 1er décembre 2025 puissent toucher légalement cette prime de 1 200 €. On ne peut pas donner plus, voilà, c'est la loi. Et l'engagement que nous avons pris devant les syndicats, parce que c'était ça surtout leur question, c'était finalement qu'il n'y ait pas de perte vis-à-vis des primes initialement versées, mais il faut pour cela une négociation plus importante au niveau de l'IFSE. Voilà. Et donc on a débattu de tout ça au sein du CST auquel vous êtes élus. Voilà les éléments, mais nous avons eu la majorité à ce CST. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non. Les votes pour, à l'unanimité? Merci beaucoup. Délibération numéro 21, création de poste au sein de l'espace senior. Oui, à l'occasion d'un agent du CCS vers l'espace senior, il est proposé d'adopter une délibération générale créant l'ensemble des postes correspondant à ce service et pour mettre à jour ces tableaux. Des questions? Non. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Numéro 22, création de poste de médiateur scientifique au service culturel. Par délibération du 18 décembre 2023, le Conseil municipal avait autorisé la reconduction d'un poste de médiateur scientifique
au sein du service culturel jusqu'au 31 décembre 2022. Afin d'éviter de devoir délibérer à nouveau et de façon régulière lors des fins de contrat, je vous propose de modifier cette délibération et de créer un poste générique. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Pour l'unanimité, je vous remercie. Numéro 23, création d'un poste de magasinier au centre technique municipal. Il s'agit ici de faire suite à une mobilité interne d'un agent titulaire du poste de magasinier au sein de notre service technique. Je vous propose d'ouvrir ce poste aux fonctionnaires et aux contractuels de catégorie C. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant regrouper les délibérations numéro 24 jusqu'à la 31. Il s'agit de création de postes que Madame Thomas Pitot va vous détailler. Oui, dans le cadre... Alors, je les regroupe parce qu'il ne s'agit pas réellement de création de poste. Vous allez comprendre, dans le cadre d'un contrôle de notre trésorier, il a été demandé la transmission des délibérations portant création de certains postes. Or, il se trouve que certains postes avaient été créés de manière très ancienne ou modifiés au fil des réorganisations internes. Et donc, afin de sécuriser la situation administrative de ces emplois et de ces agents, je vous propose de créer différents postes que je vais vous citer en suivant. Donc, il y a le poste de responsable du service des marchés publics, le poste de directeur juridique des assemblées et de l'administration générale, le poste de directeur de l'engagement dans la vie de la cité, le directeur de la participation citoyenne, le chef de projet de cohésion sociale et territoriale, le poste de directeur général adjoint aménagement urbain durable, le poste de DGS, directeur général des services, et enfin le poste de directeur sécurité, tranquillité publique. Oui, donc, au cas où vous ayez des doutes, nous n'ouvrons pas un poste de directeur général des services aujourd'hui. La simplification est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Voilà. Voilà. Quand on parle de là où on pourrait gagner de l'argent, en voilà un exemple. Madame Ramy. Je ne parle pas du DGS, je parle de la création des postes informatiques. Vous voyez, vous interprétez tout mal, monsieur le directeur général. Vous vous exprimez mal, je pense. Je m'exprime mal, je vous remercie. Merci, Madame Ramy. On est très fiers de ce directeur général, on l'a depuis 7 ans. Voilà. Il n'est pas d'amour, il n'est que des preuves d'amour. Allons-y. Avez-vous des questions? Non, je n'en vois pas. Votez-vous pour à l'ensemble de ces délibérations? Oui, Monsieur Joliot. Je fais un PPV sur l'ensemble des délibérations. Ah, très bien. Madame Kellier? Pour. À l'unanimité sur l'ensemble des délibérations, je vous remercie. Délibération numéro 32, mise à jour des postes au sein de la police municipale. Lors du conseil municipal du 13 octobre 2025, vous aviez autorisé la création de postes au sein de la police municipale. À la suite d'un non-aboutissement de la mutation d'un de nos agents, nous avons décidé de maintenir le recrutement initialement prévu pour le remplacement. Il s'agit donc ici de créer un poste supplémentaire au sein de ce service. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Pour à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 33, mise à jour du tableau des effectifs. Oui, là aussi, il s'agit de répondre à des exigences de formalisme. Et vous commencez à en avoir l'habitude. Donc là, c'est lié au tableau des effectifs. La direction des ressources humaines, depuis de nombreux mois maintenant, fait une mise à jour des tableaux des effectifs qui a été validée au préalable par le comité social territorial, le CST. En date du 2 décembre 2025, on a ajusté les postes ouverts pour mieux refléter en fait la réalité de nos effectifs au sein de la collectivité. Avez-vous des questions? Oui, Madame Ramy. Oui, alors, tous les conseils municipaux, on a beaucoup de délibérations qui concernent la RH. On a mené à voter sur des ressources humaines, des créations, des transformations ou des ajustements. C'est pour nous un manque de clarté totale au final. Manque de clarté et manque de lisibilité dans la politique RH que vous faites. Donc on essaye de suivre au fur et à mesure, mais c'est vraiment pas clair. On n'a pas d'organigramme à jour. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un organigramme à jour
On ne l'a pas, il est disponible nulle part. Alors sur le site internet, je comprends, mais au moins qu'on puisse en avoir accès pour pouvoir voter de façon éclairée. Donc on souhaiterait, moi je vous fais la demande formelle, d'avoir un organigramme fonctionnel et hiérarchique qui soit actualisé, d'un état des effectifs par direction et par service. Et ce qu'on souhaiterait avoir, au final, c'est une présentation synthétique de la stratégie RH et l'évolution des effectifs à moyen terme. Ce sont vraiment des éléments qui nous paraissent essentiels au vu de toutes les délibérations que l'on a passées depuis 6 ans, où au final, on ne comprend pas. Oui, effectivement, la clarification peut paraître complexe parce qu'on vous dit qu'on crée des postes alors que ces postes sont effectivement déjà occupés, etc. Moi, ce que je peux vous proposer déjà, c'est que vous vous rapprochiez des services concernés pour qu'ils vous fournissent un organigramme et le tableau des effectifs. Comme ça, vous aurez une meilleure visibilité de l'état des effectifs de notre collectivité. Ça pose aucun problème. Concernant la politique générale des ressources humaines, ça pourra se faire, je suis sûre, au cours des prochains mois. Alors, ça pose pas de difficulté. Plusieurs observations. Allez-y, je vous en prie. Oui, quand on dit au service, auprès de qui Non, on va vous envoyer, on a pris un engagement qu'on a toujours tenu. Lorsque l'organigramme est diffusé à l'ensemble des services, vous en recevez une copie, puisqu'en fait, cet organigramme n'est pas mis à jour tous les mois, il est mis à jour régulièrement. Et dès lors que cet organigramme est mis à jour, en l'occurrence la prochaine aura lieu le 1er janvier, aux alentours du 1er janvier, enfin aux alentours pour le 1er janvier, on vous envoie ça, donc vous aurez communication, vous n'avez pas besoin d'aller dans un service, on vous l'enverra comme on vous l'a toujours fait. Je vais me permettre de ne pas être d'accord avec vous, ma chère collègue. D'abord, je n'ai pas souvenir de délibération politique RH, par exemple, quand on siège à la métropole. Je ne sais pas si vous en avez déjà une, mais moi, en 6 ans, je n'en ai pas vu une non plus. Je pense vraiment que ce genre de débats, qui sont intéressants sur la politique, les affectations, sont justement faits dans les commissions. Les commissions, on parlait tout à l'heure du CST, il y a la F3SCT sur lequel vous êtes toujours représentés, il y a également la politique RH du CCS dont on parle avec l'ensemble des membres. Je pense que c'est là où justement on développe, en présence ou pas des partenaires sociaux, mais dans les instances représentatives, ils sont systématiquement là. Quelle est l'ambition que l'on porte et comment on l'adapte? Je voudrais juste partager avec vous, comme on vous l'a dit, qu'il y a chaque fois des délibérations, et y voir clair, je le partage avec vous, n'est pas chose simple, mais ce n'est pas voulu. C'est simplement que quand on aura fini ce travail de simplification et de pouvoir dire quel poste est créé, quel poste est pourvu, parce que c'est aussi ça, on l'a vu, y compris dans beaucoup d'administrations, y compris sur le département encore récemment, les postes créés ne sont pas très intéressants, c'est les postes effectivement pourvus qui le sont. Eh bien, pouvoir le faire, et je vous assure que dans les commissions que j'ai données tout à l'heure, on fait ce travail-là. Alors, il n'est pas présenté systématiquement au conseil municipal, parce que d'abord, il serait parcellaire, parce qu'on omettrait le CCAS, et je pense que c'est dommage. Et la deuxième chose, il correspond vraiment à un temps de débat entre élus, avec les partenaires sociaux, sur là où on souhaite aller, les différentes choses, avec le temps de travail, etc. Donc, je vous encourage vraiment à ce que les membres de votre groupe participent dans ces commissions-là et puissent avoir ces éléments-là, indépendamment de l'organigramme. Mais en fait, ces débats-là, on les a très régulièrement. Voilà. Donc, je ne peux que vous encourager, ça existe. Alors, votre vote sur la 33, s'il vous plaît. C'est abstention. Abstention. Madame Kelly. Abstention. Monsieur Joliot. Parfait. La délibération est adoptée. Délibération numéro 34, rapport social unique, RSU 2024. Oui, donc il vous a été transmis une synthèse de ce rapport qui est extrêmement complet, justement, où vous pouvez trouver un certain nombre de données. Cette synthèse du rapport sur l'état de la collectivité reprend les principaux indicateurs du rapport national unique au 31 décembre 2024, donc on est sur des données déjà anciennes. Il a été réalisé via l'application du centre de gestion avec des extractions des données 2024 transmises en 2025 par notre collectivité, ce qui peut compliquer assez fortement les données qui ont été transmises. En effet, les indicateurs du RSU concernent les agents titulaires, stagiaires contractuels, occupant un emploi permanent ou non permanent, les apprentis rémunérés, au moins un jour au cours de l'année. Ce RSU concerne les agents présents au 31/12/2024. Il peut avoir pour autant des exceptions. Un agent en maladie n'est pas forcément pris en compte et les données relatives aux effectifs du RSU diffèrent de nos tableaux des effectifs qui reprend des postes
permanents, c'est-à-dire titulaires ou contractuels, pourvus ou non pourvus, ce qui ne veut pas dire la même chose. Enfin, tout ça pour vous expliquer que cette analyse du RSU est assez complexe à faire, sachant que on nous demande, il évolue d'année en année. Cette année, il y a eu une évolution des données. Notamment, nous avons intégré les agents animateurs périscolaires remplaçants qui étaient non comptabilisés sur l'année 2023. Par conséquent, plusieurs écarts, notamment sur les contractuels permanents, sont liés à l'intégration de cette nouvelle population qui est, vous le savez, très mouvante. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, avant des questions, vous dire que ce débat fait l'objet d'un très riche débat en F3SCT que nous avons eu la semaine dernière, puisque derrière chaque accident du travail, notamment chaque taux d'absentéisme, se cache parfois des réalités statistiques qui sont tout autres. Donc, je ne sais pas si vous étiez représenté, mais je ne crois pas, lors du dernier F3SCT, mais c'était la même semaine. Très bien. Donc nous avons eu un débat très intéressant. Vous dire que, notamment pour ce qui est évolution des accidents, d'abord il y a des choses qu'il faut comparer. Par exemple, l'année dernière, nous avons ouvert le stade nautique. Il n'y avait pas d'accident du travail quand le stade nautique était fermé, par définition. Et on a demandé des plans particuliers, notamment pour ce qui est du secteur de l'enfance et du CTM, qui rassemble à eux seuls une très grande majorité des accidents du travail, en sachant que certaines personnes qui étaient déjà accidentées en 2024 le sont restées, pour certaines malheureusement, en 2025. Donc vous dire que nous ouvrons systématiquement des fiches pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui peut être fait, évidemment, pour apporter une réponse concrète en matière de matériel, en matière de formation, en matière de gestes et postures. Et par ailleurs, conformément à nos engagements, nous réalisons systématiquement une visite de service par an avec les partenaires sociaux sur lesquels nous allons dans ce service-là pour essayer de comprendre tout ce qui peut se passer et donc avoir et adopter les bons gestes. Vous aurez pu surtout aussi, ça c'était pour la partie accident, vous aurez pu voir qu'une nouvelle fois, nous avons dans ce rapport qui est très complet, alors il est tardif. Pourquoi il est tardif? C'est parce que malheureusement les données qui nous sont transmises, notamment par le centre de gestion, le sont tout autant, c'est-à-dire qu'on finira par avoir 2 ans de retard, donc c'est toujours un peu compliqué d'être à -2, mais ce sont les agents du centre de gestion que l'on a sollicité. Vous dire qu'en fait pour une nouvelle année, nous avons continué à nous engager sur un certain nombre de services, notamment tout ce qui a trait à l'éducation, avec un certain nombre de recrutements et de remplacements, le reste des pourcentages étant relativement comparable d'une année sur l'autre. Y a-t-il des questions, Madame Ramy? Oui. Alors, vous avouerez que l'exercice est assez compliqué pour cette délibération, parce que ce sont des données brutes. On vient de nous dire qu'il n'est pas facile à lire, donc moi, je l'ai lu avec les données que j'avais. J'ai même fait l'exercice d'aller le comparer à celui de 2023, pour voir ce qu'il y avait d'évolution ou de différent. Donc, ce que je vais relever n'est peut-être pas l'exactitude. Et si je me trompe, merci de me corriger ou de m'expliquer. Parce que c'est vraiment un travail d'analyse qui est important, parce que quand on le lit de façon brute, sincèrement, c'est assez alarmant, les données qu'il y a dessus. Donc, il faut le faire de façon raisonnée et calme pour comprendre. Donc, moi, j'ai fait un relevé de chiffres et avec des questions où, effectivement, je ne comprends pas pourquoi on en arrive là, au final, en 2024. Donc, comme je l'ai dit, j'ai essayé de faire une comparaison 2023-2024 avec une conclusion qui est quand même assez alarmante, parce qu'on a des signaux d'alerte. Alors là, je pense qu'on ne peut pas se tromper quand même sur les chiffres qu'on nous donne. On a des départs en 2024 qui ont explosé, excusez-moi le terme, mais 150 départs pour seulement 91 arrivées en 2024, ça fait plus 254% de départs en 2024 par rapport à en 2023. Donc ça sera... Voilà, mais j'en ai d'autres. Est-ce que vous voulez qu'on traite chaque point comme ça? Non, prenez-les, parce qu'autrement, je ne vais pas m'en sortir. Entre les questions et les réponses, ça n'aura plus aucun sens. Donc on constate aussi qu'on a 26% de contractuels, ça baisse de 5% sur la part des fonctionnaires, donc ça aussi, à comprendre pourquoi, quelle est la politique qu'il y a derrière, ou quels sont les freins ou les contraintes qu'il y a.
On constate aussi que les mises en disponibilité, elles passent de 6 à 29 agents. Donc ça interroge et ça fait écho par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la stratégie RH et la stratégie de l'emploi public qui est menée dans la mairie et quelle est votre vision pour les agents municipaux. Après ce rapport RSU, il montre des conditions de travail qui se dégradent, chose que vous allez peut-être pondérer par rapport à ce que vous avez dit, notamment sur l'ouverture du stade ou pas. On note une hausse de l'absentéisme, on note davantage d'accidents de travail, ça vous venez de me le dire sur l'ouverture du stade. On note des arrêts plus longs et on note que plus de 90% des agents sont concernés par les jours de carence. Et derrière, on n'a pas d'action, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. On relève aussi un climat social qui est quand même assez sous tension, avec un nombre de sanctions disciplinaires qui augmente, avec des motifs aussi qui sont plus graves. Alors, il y a des jours de grève qui diminuent, mais on ne sait pas si ça masque un turnover élevé, des difficultés à fidéliser les agents, la montée des tensions internes. On note aussi une forte augmentation des heures supplémentaires. On a plus 65%. D'où ça sort, on ne sait pas. Par contre, on note des points positifs. Il y a un accès à la formation, il y a une augmentation des formations prévention. On a parlé des travailleurs handicapés, ça vous l'avez dit tout à l'heure. On note une baisse des jours de grève, mais par contre, on note qu'il n'y a aucune dépense qui est faite 2023 et 2024 qui sont liées à l'amélioration des conditions de travail. Donc, moi, ce que je regrette avec ce document-là, c'est que ça ne doit pas être un simple document technique, en fait. Ça doit pouvoir s'appuyer à une politique plus globale. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ben, vous n'êtes pas d'accord, mais moi, c'est ce que j'analyse. Donc je pense que alors le débat, vous dites que vous l'avez, ok, mais bon, ça serait bien qu'on ait quelque chose de plus global et restitué au conseil municipal. Et moi, avec ces éléments-là, moi je pense qu'on pourrait vous faire des propositions à savoir à avoir dans les meilleurs délais un véritable débat annuel sur la politique RH, la mise en place d'un plan de prévention et de fidélisation des agents et un engagement clair sur l'amélioration des conditions de travail, parce que pour moi, le RSU, ça doit devenir un outil de pilotage, politique aussi, pas juste un simple document administratif sur lequel on a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants, et sur lequel, en tant qu'élu, on peut faire une très mauvaise analyse. Merci. Madame Pitot. Oui, alors je vais essayer de reprendre l'ensemble des points que vous avez évoqués. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Donc, déjà sur les effectifs, alors c'était mon introduction, et je voulais préciser l'effectif au 31-12 est plus important et est à pondérer notamment la différence entre fonctionnaires et contractuels du fait de l'intégration des animateurs périscolaires, qui sont des animateurs remplaçants avec des contrats qui ne sont pas sur un an. Et donc les nombreux départs qui a pu être notés au cours sur ce tableau correspondent à un renouvellement en plus. Ensuite, à chaque départ de contrat, à chaque fin de contrat d'un contractuel, c'est un départ. Pour autant, il est renouvelé et il est maintenu. Donc au final, ce chiffre ne correspond à pas grand-chose. Parce que les animateurs, il y a un départ au 31 août et ils seront réembauchés le 1er septembre. Et ça, c'est pour tout contractuel de notre collectivité. Donc les départs ne sont pas vraiment exacts. Vous voyez ? Donc ça, c'est sur la première partie, on le voit effectivement sur la répartition par filière et par statut. Vous pouvez le constater au niveau de l'animation. On voit 14, on est passé à 29%, et en administration, on était à 24, on est passé à 17%. Voilà, c'est surtout ça. Ensuite, sur l'augmentation des taux d'emploi complets chez les contractuels, vous me disiez, il y a plus de contractuels. Alors, ça peut s'expliquer notamment par le passage à 100% à temps complet de nos agents du pool du service AEBC, qui était jusqu'à 70% jusqu'à présent. Il y avait des heures supplémentaires. On a souhaité valoriser ces métiers-là et surtout conforter ces agents en passant de façon systématique à 100%. Et cette différence de passage de 68% à 82% s'explique tout simplement par ça.
Ensuite, sur les absences... attendez, j'y viens. Alors, vous avez noté, et effectivement, c'est très mal écrit, 87% des agents permanents ont eu au moins un jour de carence. Attention, ce pourcentage s'applique sur les agents absents et ne s'applique pas sur les agents de toute la collectivité. C'est les agents qui ont été absents ont eu effectivement des arrêts supérieurs à 3, 4, une semaine, et donc ils ont eu ce jour de carence. Pareil pour le 91,2%, ce taux s'applique sur le nombre d'agents absents. Ça avait été précisé en 2023, effectivement, sur ce tableau-là, ce n'est pas indiqué. Ensuite, le nombre d'agents bénéficiant de l'ARE, donc ça on part sur le départ, concernait en 2023 tous les types d'agents, alors que là, sur 2024, nous ne prenons que les fonctionnaires. J'en continue sur les accidents de travail. Monsieur le maire a exposé de façon assez précise les différences qu'il y a pu et cette augmentation de 4 agents. Sachez que, effectivement, comme monsieur le maire l'a indiqué, nous avons un service de prévention aujourd'hui qui se compose d'un certain nombre d'agents et qui réalise un arbre des causes de façon systématique pour trouver des solutions pour ces agents et éviter tout nouvel accident. Après, avec l'ouverture de nouveaux services, effectivement, ce chiffre augmente de facto. Pour autant, nous sommes très en deçà de la moyenne nationale. Ensuite, sur la baisse des jours de grève, alors j'ai un peu du mal à comprendre votre argumentaire qui dit « vous avez beaucoup drastiquement baissé les jours de grève, pour autant le climat social au sein de la collectivité est mauvais ». Alors j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse. Justement, aujourd'hui, il faut vous dire qu'au sein des instances, il y a une discussion qui est ouverte avec l'ensemble des syndicats. On travaille en collaboration sur énormément de domaines, toutes les ressources humaines, alors qu'on pourrait ne pas le faire, mais il y a des groupes de travail où les syndicats sont invités de façon quasi systématique, tant sur le temps de travail, sur l'élaboration de planning, sur certains services spécifiques, notamment le service éducation et jeunesse, qui comporte un certain nombre d'agents. Et moi-même, tous les mois quand il y a un besoin, et ça dépend des partenaires sociaux, il y a une réunion de dialogue social qui est menée avec eux, donc je ne peux pas entendre qu'il y ait une tension et que rien ne soit fait. Enfin, effectivement, le RSU indique qu'il n'y a pas de budget spécifique pour les conditions de travail, effectivement, mais tout simplement parce que nous avons un service au sein de notre collectivité qui est le service de prévention. Donc on ne va pas augmenter les budgets et faire appel à des auditeurs externes et à des services externes, alors que nous avons un service spécifique pour cela au quotidien. Voilà, je crois avoir relevé à peu près tout ce que vous aviez indiqué. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, ma chère collègue, on peut débattre en conseil municipal, mais tout ce travail-là est fait en commission. À un moment, vous avez des élus délégués dans les commissions. Ça permet de vraiment aller dans le concret des choses, parfois aussi de parler de situations individuelles, sans forcément donner les noms, parce qu'il peut y avoir des difficultés. Je suis assez surpris parce que vous avez le thermomètre, mais vous n'avez pas le bon diagnostic. Est-ce que la mairie compte plus d'agents en 2025 qu'en 2024 ? La réponse est oui. Donc il n'y a pas eu des départs. Comme vous avez indiqué, Madame Thomas-Pitot, mais c'est exactement chaque année la même chose, c'est que le périscolaire, c'est un volant d'employés qui, par essence, part beaucoup plus sur des contrats. Je voudrais quand même souligner, parce que vous avez fait une balance quelque peu déséquilibrée entre les plus et dans les moins, c'est qu'on a pris la décision ensemble, ici, il y a près de 3 ans maintenant, de titulariser de la même façon et de stagiairiser de la même façon les animateurs du périscolaire. Ce qui fait que la ville de Talence est l'une des rares communes qui propose pour ses animateurs un vrai plan de carrière. Elle est là, la politique RH de la collectivité, notamment sur cet élément-là. C'est-à-dire considérer que les animateurs du périscolaire, une personne sur 3, grosso modo, dans notre collectivité travaille pour l'école, ne sont pas des contrats
que l'on peut, avec lesquels on peut jongler chaque année. Et c'est proposé, de la même façon que le propose à l'ensemble des personnes, notamment les contractuels, eh bien une CDAisation au bout de 6 ans. Un autre élément quand même sur lequel vous pouvez aussi avoir des éléments, oui c'est la CDAisation, c'est 6 ans ma chère collègue, c'est la loi. Les éléments, c'est le fait de regarder le chapitre 12 du budget. Nous augmentons significativement chaque année le budget consacré aux frais de personnel. Cela relève, ben oui, mais c'est un bon indicateur quand même, pardon de vous le dire, c'est surtout le seul indicateur qui vaille, c'est-à-dire le fait que l'on paye plus de monde et qu'on donne également d'avantages sociaux. Je veux vous donner un seul exemple que vous n'avez pas encore dans ces chiffres, l'obtention des tickets restaurants que nous avons décidé et qui est effectif depuis le 1er septembre, après quelques années sur lesquelles ce n'était pas le cas. Donc, je réfute complètement, et je vous le dis, vous nous avez dit, je peux me tromper, et je vous le confirme, une question de, il y a des fuites, les gens s'en vont, etc. Il y a des départs, évidemment, on est une collectivité de près de 800 agents, on ne va pas dire que tout le monde est encore heureux, d'ailleurs, j'ai envie de dire, que des agents s'en aillent pour aller sur d'autres employeurs se former, c'est une très bonne chose. Et moi, je plaide pour que les agents puissent aussi changer parfois d'employeur à la métropole, au département, à la région, parce que plus on a des agents qui ont vécu tout cela, plus on a des agents qui sont capables d'être polyvalents sur leurs tâches. Un point particulier qui devrait vous, justement, où je vous dis que le thermomètre n'indique pas la bonne température, les heures sup. C'est quoi les heures sup de la police et les ASVP? C'est la sécurisation des écoles. Nous avons fait le choix de mettre en face des points difficiles d'accès, puisque nous avons été l'une des premières communes à faire, vous le savez, aller à l'école sans voiture, eh bien, le fait de mettre des ASVP. Voilà, c'est un choix. D'autres villes, dont je pourrais vous donner la liste si vous le souhaitez, mettre des barrières. Nous avons décidé de mettre de l'humain, parce que gérer l'entrée et la sortie d'une école, c'est quand même parfois tout un poème. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis des ASVP. Donc, ces heures sup, au contraire, elles sont non seulement le signe d'un engagement, mais aussi le fait de dire qu'on ne vient pas dégrader le reste des missions confiées. Donc, est-ce qu'il y a des motifs d'attention dans la collectivité? Évidemment. Est-ce qu'il y a des services aujourd'hui sur lesquels on a des attentions particulières? Oui. On a des services sur lesquels on se dit qu'il y a un travail fort à mener. Et ce travail, on le mène avec les partenaires sociaux, on le mène avant tout aussi par un élément qui fait partie d'une politique RH forte, c'est d'avoir recruté fortement dans la direction des ressources humaines. Vous avez aujourd'hui une chargée de mission à temps plein sur la qualité de vie au travail, qui n'existait pas. Vous avez aujourd'hui une direction adjointe des ressources humaines qui n'existait pas. Et pourquoi on crée ça? Mais parce qu'on se dit que la meilleure façon d'appréhender les problèmes, c'est d'avoir un certain nombre de personnes capables, en personnes ressources, de venir nous aider pour interroger des chiffres qui, quand on les prend sur un rapport comme ça, sont plus abscons qu'autre chose et surtout ne disent pas grand-chose. Mais oui, mais ce n'est pas moi qui ai fait le centre de gestion et c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous réinviter et vous réinviter encore à demander indépendamment des absences qui peuvent bien évidemment s'expliquer à venir dans les commissions. Par ailleurs, chacun des membres de votre groupe a des suppléants. Donc si M. Bimboire n'est pas là, vous pouvez envoyer quelqu'un qui sera suppléant. Et vous aurez eu, avant tout le monde, l'occasion de poser des questions précises, parce que je trouve ça très simple de poser des questions, et surtout d'avoir des réponses. Mais de grâce, s'il vous plaît, après, tirez-en toutes les conclusions, et je reviens sur votre premier propos qui dit « moi je prends des chiffres comme ça », et il n'y a pas de problématique de climat. Il y a des choses qui ne vont pas bien partout, c'est clair, il ne faut pas se le masquer. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment, depuis le début du mandat, on s'est résolument engagé sur la qualité de vie de travail aux agents. J'aime souvent rappeler qu'un maire marche sur deux jambes, l'un s'appelle les habitants et les autres ses agents. J'ai aussi à cœur avec les personnes, je voudrais aussi saluer le travail que fait Brigitte Serrano-Isaac, qui est systématiquement présente à tous les recrutements, qui est systématiquement présente à toutes les commissions, et croyez-moi, il y en a, y compris des commissions médicales, et qui est systématiquement présente aussi à nos côtés, à les conseillères municipales, comme un certain nombre d'entre vous ici, sur l'ensemble des éléments et des dispositifs RH, de manière aussi à proposer un vrai plan de formation dans l'emploi. On va parler de quelque chose, ça va vous parler, on a eu un débat très intéressant à la métropole. L'intelligence artificielle risque de tout faire basculer dans les prochaines années. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus agile dans nos formations. Et c'est ça notre politique RH. Mais même si vous nous dites qu'on n'a pas des politiques, on a eu quand même beaucoup de débats politiques, sur lesquels d'ailleurs on n'est parfois pas d'accord, mais là va la démocratie, c'est justement le fait de pouvoir le faire dans les commissions idoines. Et ces commissions, elles existent.
et les instances représentatives tout autant. Et puis faites confiance, indépendamment des informations de M. Bimboire qui décidément n'écoute jamais quand je parle, toujours pas d'ailleurs, mais et après nous dira vous n'avez pas répondu à ma question, eh bien le fait pour lequel on a des partenaires sociaux, 3 organisations syndicales représentatives du personnel qui sont très accrochées. Je voudrais juste vous le rappeler, ma chère collègue, pour conclure, en ayant été un peu long, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, ça aurait été un mandat singulier sur les RH. On a commencé en se posant la question de comment on pouvait gérer le Covid. On a mis en œuvre quand même sur cette mandature le RIFSEP. C'est pas rien, hein ? Le RIFSEP, je regarde notre directeur général, notre tout nouveau directeur général des services, c'est des centaines d'heures de réunions. On a mis en place des nouvelles cotations pour la pénibilité, pour l'adaptation des horaires. Nous avons mis en œuvre un certain nombre d'avantages. Je vous ai cité les tickets restaurants, la prévoyance, la mutuelle. Donc, vous avez le droit de nous dire, et je vous laisse le droit le fait de dire, on peut en proposer, mais ce que vous avez proposé, ça se fait déjà. Par contre, ce n'est pas le conseil municipal qui en est le siège, pas plus que le conseil d'administration, d'ailleurs, du CCS, c'est dans ces instances représentatives, parce que quand on parle des carrières des agents, par essence, on n'enlève pas le tiers de la collectivité qui n'est pas représentée au conseil municipal, à savoir le CCAS. C'est la raison pour laquelle on se sert de ces commissions paritaires, sur lesquelles, encore une fois, vous êtes le bienvenu pour contribuer à mettre les choses. Moi, j'observe que dans ces commissions, depuis 6 ans, il y règne un climat très serein et très apaisé, souvent des urgences, et c'est à nous maintenant d'en être dignes et de relever le défi. Mais je voulais vous dire que votre température, ou en tout cas le diagnostic médical posé, n'était pas le bon, voilà, en ayant entendu votre début de prise de parole. Vous voulez dire quelque chose, Madame Grédard-Névec ? Tout ce temps que nous venons de passer et votre démonstration est un exemple parfait pour dire que ce rapport social, cette synthèse est certainement très insuffisante pour la communication. Lorsque vous présentez le budget, vous parlez du contexte, vous explicitez les décisions et il nous semblerait que ce rapport social, j'avais déjà fait ces remarques les 2 années précédentes, pourrait avoir des commentaires, en particulier sur quand on lit une phrase telle que « aucune dépense en faveur de la prévention, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail n'a été effectuée », peut interroger. On se doute bien que ça n'est pas vrai. Donc, il manquerait, vous l'avez dit, autre que celle déjà engagée par la collectivité, ce qui change complètement le sens de la phrase. Je me suis interrogée aussi sur, par exemple, le taux d'absentéisme qui passe de 4,53 à 5,91. Vous avez certainement engagé des choses pour questionner ce taux d'absentéisme et mettre en place. Donc, 3 lignes dessous pour expliciter ce qui a été engagé semblerait, en tous les cas, donner du corps un peu plus important à ce rapport qui est quand même, oui, très brut et très succinct. Mais ma chère collègue, est-ce que vous m'avez entendu dire, je pense que la politique RH est une affaire trop sérieuse pour en faire un objet politique. Est-ce que la forme est perfectible ? Oui. Mais est-ce que la mairie décide du formalisme qui nous est envoyé par le centre de gestion ? Non. C'est la raison pour laquelle je vous réinvite et je vous invite à ce que ce travail, on élit des conseillers municipaux, ma chère collègue, pour faire partie de commissions. J'ai un souvenir en ce début de mandat où vous nous disiez commission, commission, commission. Bon, il y a une commission, et c'est là-dedans où on en débat. Et c'est la raison pour laquelle je partage avec vous complètement qu'on ne peut pas prendre ça brut. On ne peut rien en faire d'autre que de le constater. Ce n'est pas nous qui produisons les données. Et je partageais avec vous-même le fait que j'aimerais un jour qu'on nous donne des données qui n'aient pas 1 an et demi de retard sur la photographie. Parce que si on doit attendre 1 an et demi pour régler les problématiques qui sont dedans, je pense que les agents n'attendront pas. Donc, oui, je le partage avec vous. Mais c'est la raison pour laquelle tout cela fait l'objet de débats dans les commissions idoines. Donc, vous pouvez nous reprocher le formalisme de présentation, mais le travail n'est pas là. Le travail d'explication, il est en commission. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est ça la règle. Voilà. Je suis désolée, monsieur le maire, mais ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je pense que je me suis mal exprimée sans doute.
c'est l'accompagnement de cette synthèse. Oui. Ça c'est pour être présenté au conseil municipal, oui. c'est-à-dire à l'ensemble des gens, y compris le public. Et donc, ce n'est pas la même chose que de siéger à une commission et, entre nous, de nous donner les informations. Donc, je répète, il s'agit bien d'un commentaire qui peut être fait à partir de cette synthèse. Merci. Nous ne serons donc pas d'accord. Je veux vous dire que ces débats et ces présentations ont lieu en commission, avec des documents qui sont parfaitement accessibles, et qu'enfin, j'assume aussi le fait de dire, je vous ai dit qu'on avait recruté dans la direction des ressources humaines, ce sont des gens qui préparent les commissions, qui les font, qui débattent, qui répondent aux questions précises des élus. J'aime à ne pas leur demander 2 fois le même travail, c'est tout. Donc ça peut, évidemment, vous pouvez ne pas en être d'accord, mais j'essaie juste de vous dire, je répondais aux interrogations tout à l'heure de Madame Ramy qui nous disait, est-ce que j'ai bien compris? La réponse est non. Est-ce que le document le permet? La réponse est non. Solution, venir en commission. En plus, ça rime. Allez, je vous propose de clore le débat. Pour, à l'unanimité? Non, c'est abstention. Vous abstenez. Pardon, Madame Kellier? Abstention. Bien sûr. Monsieur Joliot? Parfait. Le rapport est adopté. Rapporteur, Monsieur Bonin, adjoint délégué auprès de la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Délibération numéro 35, approbation du rapport de la CLECT en date du 6 novembre 2025. Bien. Monsieur le maire, chers collègues, donc je vais vous parler de la CLECT, donc Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui existe depuis 2014 à Bordeaux Métropole. Et je pense que je vais vous faire grâce des premiers chapitres de cette délibération qui traitent de l'historique de la CLECT et ensuite qui traitent de problèmes particuliers pour les communes de Parempuire et de... ça y est, j'ai perdu le nom. Parempuire et... Bon. Saint-Louis-de-Montferrand. Voilà. Donc, je ne m'appesantirai que sur le chapitre final qui traite des indemnités compensatrices en matière d'investissement ou en matière de fonctionnement. Pour vous dire que l'indemnité que versera la commune à Bordeaux Métropole sera majorée de 5 691 € en matière d'investissement, donc, et pour le fonctionnement de 38 509 €. Ainsi, l'attribution compensatrice d'investissement à verser à Bordeaux Métropole sera pour l'année 2025 de 784 200 € et la même indemnité compensatrice pour le fonctionnement sera de 6 939 506 €. Je vous indique quand même, puisque vous savez que nous avons mutualisé uniquement les services informatiques, que la somme de 6,9 millions ne représente pas l'indemnité que nous devons verser au titre de la mutualisation des services informatiques, mais qu'il y a également dans ce total un chapitre important qui est la TPU, taxe professionnelle unique, qui sera versée et qui est globalisée dans sa indemnité de fonctionnement. Alors, si vous avez aimé le RSU, vous aimerez, je suppose, la clarté du document de Bordeaux Métropole qui multiplie l'âge du capitaine par le signe astrologique de votre prédécesseur. Donc, nul doute que, s'agissant de la métropole, le document doit être exceptionnel de clarté pour calculer le niveau des services. Avez-vous des questions sur ce document particulièrement clair? C'est pour. Donc, je note que vous n'avez pas de questions. Très bien. Ah, vous abstenez. Et Madame Kelly, je ne vous ai pas entendu. Pour. Pour. Le document est adopté malgré sa clarté. Rapporteur, Monsieur Larose, conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante. Délibération numéro 36, convention de partenariat avec l'association de formation BAFA, VALT. Monsieur le maire, mes chers collègues, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur représente pour les jeunes dès 16 ans une première expérience professionnelle, mais également un cadre formateur, responsabilisant et engageant vis-à-vis des enfants. C'est pourquoi la ville met en place depuis plusieurs années un programme annuel de formation au BAFA à un tarif et des modalités avantageuses.
Je vous propose donc de poursuivre cette action en faveur de la jeunesse et de leur engagement dans l'animation en approuvant les termes de la convention avec le partenaire VALT et en autorisant Monsieur le maire à la signer. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? Pour, à l'unanimité. Écoutez, avant de vous libérer, de vous souhaiter évidemment avec un peu d'avance d'excellentes fêtes de fin d'année pour vous et vos familles, ainsi que celles et ceux qui nous suivent, et celles et ceux qui sont venus en conseil municipal, et que je remercie ici, notez avec grand plaisir l'absence de vote contre sur ces 36 délibérations, preuve d'une certaine forme de cohérence de vue. Je vais vous donner rendez-vous pour le prochain conseil municipal le lundi 26 janvier 2026. Lundi 26 janvier 2026 à 18h. Je vous remercie. La séance est levée.